On l'a surnommé le casse du siècle. En 2008, des centaines de millions d'euros ont été volés dans les caisses de l'État. Cette escroquerie vertigineuse, qui a profité d'une faille dans le système du marché des quotas carbone, a été conçue dans le milieu bellevillois des Juifs tunisiens. C'est ce que raconte le livre enquête de Fabrice Arfi, d'argent et de sang, à l'origine de la série éponyme de Xavier Giannoli, actuellement diffusée sur Canal+. Bonjour Fabrice Arfi. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart et on vous connaît pour votre travail d'investigation qui a permis la révélation de nombreux scandales politico-financiers comme les affaires Karachi ou Cahuzac, entre autres. Merci d'avoir accepté notre invitation à Academ. Alors, ça ne vous étonnera pas qu'ici, on aborde cette histoire par un biais un peu différent. Parce que bien sûr, on voit bien quels sont les ingrédients de cette affaire qui peuvent exciter le public, des petits escrocs qui arnaquent les plus grands cerveaux de l'État, du luxe, de la volupté, même des meurtres non élucidés à ce jour. Et nous reviendrons sur tous ces éléments-là au cours de l'entretien. Mais avant tout, je voulais vous dire que quand j'ai lu votre livre et quand j'ai vu la série donc qui en est tirée, ce qui m'a frappée au fond, c'est que j'avais le sentiment qu'on était plongé dans une histoire juive. Alors c'est une très bonne question et je vous remercie de la poser. Une histoire juive, c'est une histoire dont le ressort est absolument communautaire. Vous l'avez dit en introduction, l'escroquerie, pour partie, naît sur les trottoirs de Belleville, de gens et notamment d'un duo d'amis, mais qui ont aussi des liens de sang par capillarité familiale. J'ai nommé Sami Souied d'un côté et de l'autre quelqu'un qui est devenu un peu le personnage de lui-même à force d'être médiatisé, qui s'appelle Marco Mouli. Et tous deux appartiennent à la communauté des juifs séfarades tunisiens, puisque Belleville et Ménilmontant, mais surtout Belleville, a été le creuset après l'indépendance et les vagues d'indépendance, et notamment celle de la Tunisie dans les années 50, de l'accueil d'un certain nombre de séfarades venus de ce pays. Il y a eu d'autres endroits dans Paris où c'était plutôt les juifs algériens, plutôt les juifs marocains, etc. Là, c'était les juifs tunisiens. Alors oui, il y a un ressort communautaire de cette histoire. De la même manière qu'il y a des ressorts communautaires si on s'intéresse à la mafia italo-américaine, new-yorkaise. De la même manière qu'il y a des ressorts communautaires si on s'intéresse à certaines mafias de l'Est, si on s'intéresse à la mafia yiddish comme elle a pu exister à New York avant les Italiens. Alors quand vous dites une histoire juive, j'ai évidemment une prudence par rapport à cela parce que il ne faudrait pas faire accroire de mon point de vue que c'est une histoire qui aurait quelque chose à voir avec la religion juive. Bien sûr, mais en fait c'est ce que vous notez, c'est la dimension sociologique en fait que vous décrivez avec énormément d'acuité dans votre livre et c'est très bien retranscrit dans la série. Exactement. Pourquoi il y a une dimension communautaire ? Parce que ces deux personnages de Belleville qui vont arrêter l'école à 10, 11 ans, vont faire les marchés et puis vont comprendre assez vite que si un jour ils veulent atteindre une forme de prospérité, celle-ci va probablement s'écrire en dehors des limites fixées par le code pénal, pour le dire pudiquement, vont devenir des arnaqueurs, des escrocs. Dont le principe d'ailleurs, comme toute escroquerie, repose sur la séduction. Et eux n'en manquent pas, ils ont beaucoup de vivacité, ils ont l'intelligence de la rue et du bagou, un charme comme vous le dites très justement. Et ils vont s'intéresser à une escroquerie très particulière qui est une escroquerie à la TVA, qui est une escroquerie qui existe depuis que la TVA existe dans les années 50. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors l'escroquerie à la TVA c'est une taxe qui est collectée par les entreprises et qui doit être reversée à l'État par les entreprises. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. C'est une vraie révolution fiscale qui est une invention française qui est aujourd'hui copiée dans 180 pays dans le monde. C'est la principale recette fiscale française. Mais alors évidemment, quand une entreprise est censée collecter de l'argent pour le remettre à l'État, ça a suscité des appétits d'un certain nombre d'escrocs qui collectent l'argent mais ne le rendent pas à l'État.
Sitôt que la TVA a été inventée, il y a un escroc célèbre qui s'appelle Joseph Joanovici qui a créé l'escroquerie à la TVA dans les années 50 et ça lui a d'ailleurs valu une fuite en Israël, puis son extradition à la demande des autorités françaises. C'était aussi un homme très connu qui a donné lieu à beaucoup de littérature et même une BD et même des téléfilms parce qu'il avait été soupçonné et condamné pour avoir commercé avec les nazis pendant la guerre tout en étant, lui, juif askénaze, originaire de l'Est et de Russie. Personnage assez fascinant. Et cette escroquerie à la TVA, depuis qu'elle existe, depuis des décennies, elle a été appliquée à tous les marchés émergents. Voilà. Le jean, la téléphonie, le panneau photovoltaïque, il y en a même eu sur le beurre, etc. Et ça a toujours rapporté un peu d'argent, parfois beaucoup d'argent. Puis quand est arrivé le marché, la bourse au Qatar carbone, alors là, ça a été la corne d'abondance. Justement parce que c'est dématérialisé. Donc expliquez-nous un petit peu. Oui, absolument. Pour l'escroquerie classique à la TVA, il fallait monter une activité de société, par exemple de téléphonie mobile. Puis pour faire croire à une activité, il fallait quand même gérer des vrais ou des faux stocks. Mais donc c'était quand même assez lourd comme organisation, si j'ose dire, matérielle pour les escrocs. Quand ces escrocs-là, qui suivent le journal officiel de la République, qui regardent à la Commission européenne dès que le mot TVA surgit quelque part, quand ces escrocs découvrent que dans la poursuite du protocole de Kyoto, il a été décidé au début des années 2000 de créer une sorte de Wall Street environnementale, si vous m'autorisez l'expression, une sorte de bourse verte, où on s'est dit que peut-être une bonne façon de lutter contre le réchauffement climatique, c'était de le faire à la manière néolibérale et de la financiarisation du monde, et tout le monde pourrait se prêter à ce jeu-là. Le principe est très simple. C'est une sorte de régulation. C'est une sorte même d'autorégulation par la sorte de vin invisible du marché. Le principe en est vraiment très simple. C'est qu'on affectait aux entreprises les plus polluantes un nombre de quotas de tonnes de carbone à émettre par année. Si ces entreprises, ces personnes morales n'émettent pas le quota fixé maximum de carbone, elles peuvent mettre en vente sur un marché le résidu qu'il leur reste. Et celles qui dépassent les quotas peuvent les acheter. Et chacun pouvait un peu spéculer sur ce marché-là. Il y a eu une grande concurrence européenne sur la constitution des bourses carbone. Il y en a eu dans plusieurs pays. En France, c'est une bourse qui s'appelle Blue Next, dont la propriété était à 40% celle de l'État français, puisque c'était la Caisse des dépôts et consignations. On dit souvent que c'est la banque de l'État français, plutôt son bras armé financier, qui en était l'un des propriétaires. Et la folie dans cette histoire, c'est que la Commission européenne et Bercy ont décidé, pour la première fois de l'histoire économique française, d'assujettir un marché financier à de la TVA. La TVA, normalement, c'était sur, justement, des biens matériels. Et là, on se retrouve avec un impôt, une taxe, qui est apposée sur des biens immatériels que sont les quotas de TVA. C'est même au-delà du bien immatériel, c'est l'illusion de la marchandise. Le quota carbone, et donc nos escrocs qui voient le mot TVA clignoter se mettent à infiltrer le marché, à créer des sociétés fictives. Et là, il y a quelque chose en termes de philosophie politique qui est quand même assez vertigineux, c'est que des sociétés fictives, du faux plus du quota carbone du vent, du faux plus du vent, ça fait des milliards d'euros qui ont été détournés au nez et à la barbe de l'État en quelques mois seulement. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de France, parce qu'on n'a jamais détourné autant en si peu de temps. Et en plus, cet argent va provoquer une espèce de décadence criminelle, puisque comme vous l'avez dit également, il y a eu des assassinats qui seront probablement jugés dans les prochains mois. Alors, on a parlé du milieu social de Belleville, mais en fait, deux escrocs s'associent à un troisième escroc qui vient d'un tout autre milieu social. Absolument, c'est-à-dire que si on regarde la patate un peu mal formée que représente Paris sur une carte, nos escrocs de Belleville, Samy Souyed et Marco Moli, vont s'acoquiner avec quelqu'un qui, lui, a grandi de l'autre côté de la patate parisienne. C'est le 16e arrondissement de Paris, les quartiers chics, celui de la notabilité, d'une bourgeoisie très installée. Donc ils sont non seulement géographiquement à l'autre côté
de l'échelle, mais également de l'autre côté de l'échelle sociale. Et donc, nos escrocs de Belleville, nos gamins de Belleville, et ce garçon qui s'appelle Arnaud Mimran, qui vient du 16e, alors lui, c'est vraiment le blouson doré. Son père était un grand dirigeant du groupe Vinci, dans l'immobilier. Arnaud Mimran fait des études dans les beaux lycées, devient trader, voilà, donc on lui prête tout un tas de réputations, pour partie, je crois, un peu usurpées parce qu'on dit que c'était un petit Mozart de la finance. Je crois que c'est un peu plus nuancé que ça. Mais quelqu'un qui a une surface sociale, une notabilité, puis une connaissance de la finance très élevée. Et nos gars de Belleville et notre blouson doré du 16e, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, vont se rencontrer sous les auspices de quelque chose qui est très important pour comprendre cette affaire et d'argent et de sang, c'est le jeu. Et notamment le poker. Parce qu'on est face à des gens qui, qu'ils soient de Belleville ou du 16e, aiment jouer. Et d'ailleurs, cette affaire des marchés, des quotas carbone, c'est l'État qui a voulu jouer. Et l'État s'est fait plumer par plus malin que lui en la matière. Et il se rencontre d'ailleurs au casino de Deauville. Donc on ne peut pas faire en termes de temple du jeu plus que cela. Et c'est comme s'il y avait deux aimants contradictoires qui s'attiraient. C'est-à-dire que chacun va chercher chez l'autre ce qu'il n'a pas. Les enfants de Belleville voient chez Arnaud Mimran ce qu'ils n'auront jamais, la notabilité de naissance. Cette espèce de filet de secours qui fait qu'on sait qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir à votre secours si quelque chose tourne mal. Et Arnaud Mimran, il voit chez les gamins de Belleville ce qu'il n'a pas. Cette odeur de soufre, ce vertige et cet attrait vers le délictuel, l'illégal. Et donc, il y a une espèce de fascination réciproque, et comme un précipité chimique, ce duo d'un côté, ce blouson doré de l'autre vont former un trio assez improbable et qui va s'ébrouer de manière parfaitement inattendue sur l'autel des quotas carbone pour une raison simple. C'est que d'un côté, on a quelqu'un qui connaît très bien la bourse, de l'autre, on a des escrocs très rompus aux arnaques à la TVA. On a quoi avec les quotas carbone? Un marché financier auquel est assujetti la TVA. Donc là, c'est la Dream Team pour infiltrer le marché des quotas carbone. Et en effet, ils vont tester le marché et là découvrir que c'est une corne d'abondance folle qui s'offre à eux. Extrêmement facile. Marco Moli dit ça de manière assez ironique d'ailleurs, parce qu'il disait moi mon métier c'est la fraude fiscale, et le quota carbone c'était trop facile. C'était trop facile. C'est comme il a souvent l'image de dire c'est comme si le commissaire de police vous ouvrez la porte de la banque pour aller la braquer. Jouant d'ailleurs lui comme d'autres escrocs que j'ai évidemment rencontrés, avec qui j'ai passé du temps, parce que moi je veux comprendre d'où les gens parlent, par quoi qu'est-ce qui meut ce type de personnage. Ils ont voulu faire accroire pendant un long moment que l'État français et l'administration étaient complices de l'escroquerie, ce qui n'était pas le cas. J'ai vraiment cherché cette hypothèse-là parce que mon métier m'a appris que ce qui était invraisemblable était parfois vrai. Mais là, ça n'est pas le cas. En revanche, que l'État a failli, ça c'est certain, que l'État a eu une forme de complaisance, d'aveuglement, d'arrogance administrative et bureaucratique et même idéologique dans ce que j'appelle moi une sorte de capitalisme de casino, ça fait pas de doute. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a bien montré. Mais voilà comment, en effet, il y a ce ressort sociologique qui joue de manière très forte, y compris dans la manière dont ça va dégénérer après pour les uns et pour les autres, puisque Arnaud Mimran, lui, vient d'une famille, alors lui, juive marocaine, mais très installée et déjà millionnaire avant même de se mettre dans cette escroquerie. Et d'ailleurs, il va épouser la fille d'un milliardaire. Absolument. Alors là, c'est à millionnaire, milliardaire et demi, à milliardaire, millionnaire et demi, je sais pas comment faut dire. Mais Arnaud Mimran, très tôt, quand il a 18 ans, s'amourache de la fille d'un milliardaire parisien qui s'appelle Claude Drey, qui est quelqu'un qui a fait fortune, notamment dans l'immobilier, dont il n'y a absolument rien à redire sur sa probité. C'est un homme qui était réputé très dur en affaires et très aimant dans sa famille parmi les siens. Et Anna Drey et Arnaud Mimran se marient. Et voilà cette fille qui, d'une certaine manière, ne s'est jamais totalement appartenue. Ça a été très longtemps la fille de son père, surface sociale, le patrimoine, on parle d'un patrimoine de près de 2 milliards d'euros à titre personnel, et qui ensuite, Anna Drey est devenue l'épouse
de son mari, d'Arnaud Mimran, qui aujourd'hui est officiellement accusé par la justice française d'être l'assassin de Claude Drey, c'est-à-dire du père d'Anna Drey. Alors, parce qu'il est accusé, il est présumé innocent, hein, c'est un principe légal, c'est quand on est soupçonné qu'on est présumé innocent, et une cour d'assises, si elle est saisie, dira s'il est coupable ou non des crimes qu'on lui reproche, puisque ça n'est pas le seul assassinat et meurtre qu'on reproche à Arnaud Mimran. Alors, je disais en début d'entretien une histoire juive. Alors, bien sûr, vous nous le montrez, donc le milieu social de Belleville, le milieu de Arnaud Mimran, donc cette bourgeoisie juive du 16e arrondissement. Mais dans la série, alors qui est fictive, hein, qui est inspirée de votre livre, il y a une autre figure juive très importante, qui est celle du magistrat du service des douanes, qui est chargé de cette enquête. Et vous me l'aviez dit quand on préparait l'entretien, il ne représente pas un personnage de l'histoire réelle, mais plutôt une condensation, une synthèse de plusieurs magistrats qui ont eu à traiter cette affaire à un moment ou l'autre. Et c'est très intéressant parce que le récit est articulé autour de ce personnage-là, qui est interprété par Vincent Lindon. Ouais. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous assumez, je dis vous parce que vous êtes co-auteur de la série, vous assumez une position morale forte. Oui, alors les scénaristes de la série sont Xavier Giannoli, qui est aussi son réalisateur, et Jean-Baptiste Delafont, et moi je suis co-auteur parce que j'ai participé comme une sorte de consultant plus, et que l'idée de cette série est née de rencontres avec Xavier Giannoli très tôt, avant même que j'écrive le livre d'Argent et de sang. C'était dès 2016, il était intéressé par mes articles dans Mediapart sur l'affaire des quotas carbone, et quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était dans un petit resto italien du 11e arrondissement de Paris. Xavier, l'homme de cinéma, m'a parlé de journalisme. Moi, le journaliste, je lui ai parlé de cinéma. Pourquoi ? Parce que lui, il était en train de finir d'écrire Illusion perdue, qui est son grand film multicésarisé qu'il avait adapté du roman de Balzac, qui est en plein dans la presse. Et d'ailleurs, comment le commerce, la publicité et le capitalisme s'emparent de la presse parisienne, tandis que moi je voulais absolument lui parler de l'une de mes passions cinématographiques, qui est Martin Scorsese. C'est pas le seul, mais pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, avec les escrocs du carbone, on a la version française des Affranchis. On n'a rien d'autre que la version française des Affranchis. Et je vous donne cette anecdote parce que ça répond tout à fait à votre interrogation, c'est qu'on s'est tout de suite retrouvé avec Xavier sur l'idée qu'il fallait avoir un rapport moral à cette histoire. Je sais que le mot moral est un gros mot aujourd'hui dans notre époque parce qu'on le confond souvent avec la moraline ou je ne sais quoi, une espèce de raideur et de gens austères qui ne sauraient pas vivre. Ça n'est pas du tout ça. Appelons ça une certaine idée du bien commun, appelons ça l'éthique, appelons ça la déontologie, peu importe. Mais moi j'assume qu'on a tous un rapport moral aux choses, je crois, et que se dire que ces gens-là, ces escrocs-là, s'ils sont fascinants, parce qu'il y a quelque chose de fascinant, évidemment, des gens qui arrêtent l'école à 10 ans et qui arrivent à duper les meilleurs crânes d'œufs de Bercy, de la Commission européenne, pour carotter des milliards d'euros à l'État, bien sûr qu'il y a quelque chose de fascinant. Mais cette fascination est un piège qui est tendu à nous-mêmes. Et qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la fascination et de la séduction et de toutes les sirènes qu'ils activent pour nous séduire, pour une raison simple, parce que ces gens-là ne sont pas des Robin des Bois. Ces gens-là considèrent que oui, payer ses impôts, c'est voler sa famille, et ce qu'ils font fait beaucoup de mal à la société. Ça désorganise la société, ça nous coûte en tant que contribuables, parce que c'est notre argent qui est volé. L'argent de l'État, on a l'impression que c'est l'argent de l'État, on a l'impression que c'est l'argent qui flotte au-dessus de nos têtes, qui nous appartient. Mais si, c'est le nôtre. Et les services publics, l'impôt, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et c'est même la beauté de l'impôt. C'est que c'est une générosité dont on ne sait pas qui va en profiter. C'est pas de la charité, l'impôt. C'est pour ça qu'on appelle ça la solidarité nationale. Après, il peut y avoir évidemment des débats politiques sur on en paye trop, telle classe sociale. Ça appartient au monde politique, etc. Mais en soi, moi, je trouve qu'il y a une vraie beauté de l'impôt. C'est la partie publique de notre argent privé. Et donc, ils répandent beaucoup de malheur autour d'eux, et même des cadavres. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle D'argent et de sang. Et donc, ce qu'on voulait absolument par rapport à, je trouve, un peu une dérive qu'il peut y avoir dans la médiatisation de ces gens parfois, et je ne suis pas là pour donner des bons, des mauvais points ou être arbitre des élégances, mais aussi quand même dire ce que je pense. Attention à ce qu'il n'y ait pas une forme de romantisation de tout cela. Et pourquoi je vous donne l'anecdote de notre déjeuner avec Xavier ?
Parce que quand je lui ai parlé de Scorsese, il a une connaissance bien plus érudite que moi encore de Martin Scorsese, et il m'a dit quelque chose de très juste que je n'ai pas oublié. Xavier m'a dit, mais tu sais, Scorsese, quand tu regardes ses films, notamment sur la mafia, il te montre un monde mafieux, qu'on regarde tout ça comme ça, avec un peu parfois les yeux illuminés, un peu humides de fascination. Et c'est comme si à un moment du film, Scorsese appuyait sur pause, montrait du doigt son public et lui dit regarde ce que tu es en train d'aimer, c'est pas bien. Et ça, c'est le côté un peu chrétien de Martin Scorsese que Xavier a tout à fait et qu'il assume, pas chrétien encore une fois là au sens religieux, mais de morale chrétienne, avec toutes les questions par ailleurs de rédemption que ça peut poser. Et donc oui, quand on a décidé de transformer ce qui allait devenir le livre d'Argent et de sang et de le projeter dans l'imaginaire populaire par le véhicule de la fiction, il était capital pour nous que le héros de cette série, ce soit Simon Wenachter, joué par Vincent Landon, qui est un magistrat à la tête des douanes judiciaires, qui est un personnage granitique, qui est un personnage qui fixe la ligne, c'est-à-dire c'est un douanier, et c'est d'ailleurs un rabbin qui lui dit dans la série « Vous êtes l'homme de la ligne », celle qui sépare le légal de l'illégal, le bien du mal. Et il était très important aussi que cet homme ait une empreinte juive. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai été quand même habité par une espèce de crainte. C'était de toucher à un sujet dans lequel il y avait la thématique d'escrocs communautaires dans la communauté juive, / de l'argent. Et on voit bien ce que juif plus argent, ça provoque chez des esprits un peu malades. Alors je me suis senti, j'étais inquiet et en même temps je me sentais tout à fait protégé des attaques qu'on pourrait me faire pour une raison simple, c'est que moi-même, de par mon père, je suis de culture juive, pas de religion, mais de culture. Mon père est né en Algérie, famille juive algérienne, donc j'ose espérer qu'il n'est pas né celui qui viendra me faire ce type de procès-là. Avec la fiction et la puissance de la fiction, quand on fait un livre, on a des milliers de lecteurs et de lectrices. Quand on fait une série comme ça, il y a des millions de personnes qui regardent. Il était très important de ne laisser absolument aucune place à aucune mésinterprétation par rapport à ça. Et c'est la beauté du personnage de Vincent Lindon, c'est qu'il ne court pas qu'après ses escrocs, il court aussi après son propre passé juif. Alors, on va dire une chose de manière très claire, Fabrice Arfi. Moi, quand j'ai lu votre livre, et puis ensuite, quand j'ai vu la série, ce qui m'a apparu, et ce qui apparaîtra à tout lecteur qui ira voir la série, c'est que finalement, Vincent Lindon, le personnage de Vincent Lindon, c'est un petit peu vous. C'est très gentil de me le dire parce que on l'a en partie pensé comme ça, mais dans le sens où c'est un personnage qui n'existe pas et en même temps c'est la somme de plein de personnages plus lui-même. Vous savez, un personnage à un moment il s'invente lui-même et il s'invente aussi avec l'acteur qui devient scénariste en jouant d'une certaine manière. Et Vincent Lindon a donné une épaisseur à ce rôle qui est absolument extraordinaire. Et oui, c'est à la fois plusieurs magistrats, c'est à la fois plusieurs douaniers. Et je suis ravi pour que quelqu'un comme vous qui a lu le livre puisse penser qu'il y a un peu de moi dans ce personnage, notamment dans la deuxième partie de la série, puisqu'il y a certaines tirades de Vincent Lindon qui sont directement des reprises de phrases que j'ai écrites dans le livre. En tout cas, il y a un monologue très fort vers la fin des derniers épisodes dans lequel il dit explicitement toute sa colère. C'est-à-dire, j'en veux aux technocrates, j'en veux aux escrocs, j'en veux à la société de consommation. Alors, tout le monde y passe. C'est dit de manière explicite. D'ailleurs, il en veut aussi aux médias populistes qui les présentent comme des héros, tout ce que vous nous avez dit. Et il ponctue ce long monologue par « j'en veux aux abrutis » qui vous accusent d'être antisémites parce que vous arrêtez des escrocs juifs. Un escroc est un escroc, qu'il soit juif, musulman ou catholique. Shalom, mon frère. Il parle d'or. Simon Wenachter parle d'or. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu aussi montrer vis-à-vis de l'État d'Israël la complexité de ce pays face à ces escrocs qui, de mon point de vue, parfois contournent les lois religieuses, contournent l'esprit de l'Alia. Alors, expliquez-nous, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les escrocs, un certain nombre d'escrocs juifs se réfugient en Israël en faisant leur Alia.
Donc l'élévation spirituelle, le retour sur les terres d'Israël, jouant des codes religieux, essayant d'obtenir la nationalité israélienne. Je dis pas qu'ils sont tous insincères par rapport à cela. Je fais pas d'enquête, moi, dans la spiritualité, dans le cerveau des gens. Mais on a vu que, par de trop nombreuses reprises, c'était en réalité un prétexte. Ça n'était pas un refuge spirituel, mais c'était un bouclier judiciaire, profitant du fait que, la plupart du temps, jusqu'à encore récemment, Israël n'extradait pas ses compatriotes. Alors, on a beaucoup fait le procès d'Israël ou d'autres pays en la matière. La France fait pareil. Et je dois dire que c'est vrai qu'Israël a été un paradis judiciaire pour un certain nombre d'escrocs pendant longtemps. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas, et on a voulu le montrer justement dans la série, notamment avec un personnage d'une policière israélienne qui disait pardon de l'expression, mais juif mon cul. Elle dit ça en anglais dans la série pour dire attendez, nous, on va pas être la poubelle de tous les escrocs qui se revendiquent d'une judéité pour venir blanchir et se protéger judiciairement du forfait de leurs délits et de leurs crimes chez nous. Mais ces personnages et ces policiers et ces policières-là en Israël, ils existent, je les connais. Et donc c'était une réalité que nous voulions aussi évidemment montrer, tout en montrant qu'il y a aussi des compromissions d'une partie de l'appareil d'État israélien dans cette histoire, et je veux parler notamment de la relation que j'ai beaucoup documentée dans le livre entre l'escroc Arnaud Mimran et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puisque nous avons révélé, et nous l'avons révélé avec l'un des plus grands journalistes israéliens qui s'appelle Haaretz, et à l'époque son correspondant à Paris qui s'appelait Dov Alfon, qui est aujourd'hui le directeur de publication, le directeur de la rédaction, du journal Libération. Et avec Dov, nous avons mené l'enquête ensemble, parce que Dov a été pendant longtemps, quand il dirigeait Haaretz, une bête noire de Netanyahou. Et nous avons révélé les compromissions financières entre Benjamin Netanyahou et Arnaud Mimran. Voilà. Donc, en fait, mon propos, là où je veux en venir, c'est qu'il y a de la complexité, il y a de la nuance, et il faut absolument la montrer. Et on voulait que la série, de ce point de vue-là, soit tout à fait au rendez-vous de la complexité, parce que les gens confondent parfois quelque chose de compliqué avec quelque chose de complexe. Et je crois que quand on dit que c'est compliqué, on fait insulte à la bêtise supposée de ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent. Quand on parle de complexité, on peut faire honneur à leur intelligence pour comprendre. Alors peut-être encore un mot sur les liens d'Arnaud Mimran et Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez trouvé ? Oui, en fait, Arnaud Mimran et la famille Mimran ont été pour Benjamin Netanyahou des financeurs pendant longtemps. Après qu'il a fait un premier passage au sein du gouvernement à la fin des années 90, dans la petite période où il n'a plus été ministre jusqu'à ce qu'il redevienne ministre des Affaires étrangères, puis ensuite Premier ministre, à chaque fois qu'il venait en France, Benjamin Netanyahou était accueilli, logé, parfois financé par Arnaud Mimran, son père, mais surtout par Arnaud Mimran. Et puis, on a découvert qu'il existait un petit carnet qui avait fait grand bruit en Israël quand il avait été révélé par un journaliste israélien de la télé qui s'appelle Raviv Drucker, qui était un carnet que tenait Benjamin Netanyahou de tous les gens qui, dans le monde, le financent. Finance ses voyages, finance ses nuitées d'hôtel, finance ses déplacements, le finance politiquement. Mais alors, c'était extravagant ce carnet, parce qu'il y avait des notes. Il disait il mettait un tel, il faudrait un peu plus le travailler, etc. Voilà. Et avec Dov, on s'est intéressé, ce à quoi Israël ne s'était pas intéressé, en tout cas la presse israélienne, on peut bien le comprendre, c'est à la partie française. Et on a découvert que dans ce carnet, il y avait 3 Français qui étaient mentionnés, dont le député des Français de l'étranger, Meir Habib, qui est aussi, on le sait, une sorte d'ambassadeur personnel de Benjamin Netanyahou. Et il y avait un prénom, Arnaud. C'est le seul de tout le carnet qui est présenté par son prénom. Tous les autres ont prénom, nom, et il y a Arnaud. Et là, il y a un numéro de téléphone portable. Et je dis à Dov, quand on commence notre enquête, je lui dis, mais t'imagines si c'est Arnaud Mimran. Alors, Arnaud Mimran fait partie des gens qui ont changé de numéro de téléphone portable des dizaines de fois. Et je réussis à obtenir une facture téléphonique de l'époque de ce carnet, et le numéro de téléphone, c'est celui d'Arnaud Mimran. Et donc là, on découvre que Benjamin Netanyahou, dans son carnet secret de ses financiers plus ou moins occultes, avait mis Arnaud Mimran, et c'était le seul avec son prénom. Et on découvre, avec Dov, en tirant le fil d'une pelote de laine, puisque vous savez ça dans le journalisme, parfois on trouve ce qu'on cherche, qu'il y a eu des flux financiers importants entre l'un et l'autre. Et Benjamin Netanyahou a d'abord
démenti les flux financiers. Ensuite, il en a reconnu, mais un peu. Puis un peu plus, puis un peu plus. En fait, il a donné 4 versions différentes sur ses relations avec Arnaud Mimran. Donc, quand on donne 4 versions différentes, c'est qu'on a menti au moins 3 fois. On en arrive à une notion centrale dans la série, qui est la notion de tikkun olam, qui est issue de la mystique juive. Alors, le tikkun olam, c'est la réparation du monde. Et il me semble, je crois, mais vous me direz si j'ai tort ou pas, que la série avait pour titre de travail tikkun olam. Et j'aimerais savoir un petit peu comment c'est venu. Alors là, c'est le coup de génie de Xavier Giannoli. C'est lui qui est à l'origine de cela, donc il faut rendre à Xavier ce qui appartient à Xavier. En effet, pendant longtemps, la série, dans nos échanges, s'appelait Tikkun. Quand Xavier découvre ce concept de la mystique juive, du tikkun olam, et comme vous l'avez très bien dit, de réparer le monde, comme si le monde n'était pas fini, et que à charge, nous, humains, c'était de le terminer en le réparant. C'est absolument magnifique comme concept, et qui rejoint tout à fait ce qu'il peut y avoir de justice sociale, parfois, dans l'esprit hébraïque. Xavier était très intéressé par l'affaire des quotas carbone et d'argent et de sang, avec une très belle phrase. Il disait, moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les faits, ce sont leurs ombres. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte au-delà des faits et des personnes, et pourquoi cette histoire a quelque chose à voir totalement avec notre époque, avec y compris la folie de notre époque, et à quel point, pour moi, pour ça que d'argent et de sang est une grande série sur l'argent. Mais sur l'argent, non pas, il n'y a pas de racisme de l'argent, que des gens aient de l'argent, c'est très bien, mais à quel point ça peut être destructeur. Et quand ça rencontre quelque chose de quasi shakespearien dans des luttes fraternelles, familiales, sur l'autel d'un enjeu mondial majeur qui est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est comme si on secouait là et qu'on avait tous les fléaux du monde qui étaient rattrapés dans une seule et même histoire. Et donc, Xavier s'intéresse au tikkun olam et se dit, ben voilà, en fait, notre personnage Simon Wenachter, il est là pour ça. Il est là pour réparer le monde. Et c'est une certaine idée du bien commun. Et alors, il se rend compte, parce que Xavier est un formidable journaliste, son père était journaliste, et donc il enquête sur ce qu'est le tikkun olam, et il voit qu'il y a des représentations du tikkun olam qui est une sorte de cercle comme ça qui se répète, qui se répète. Il se dit, mais c'est extraordinaire. C'est le principe même de l'arnaque à la TVA. L'arnaque à la TVA, on appelle ça un carrousel de TVA. C'est pour ça qu'on voit dans la série Simon Wenachter faire ce cercle comme ça, cyclique, qui se déroule et qui devient quasi même hypnotique. Voilà. Et si vous regardez le montage de la série, ça n'est pas un montage linéaire avec un début et une fin. C'est un montage où il y a de la répétition. C'est un montage circulaire. Pourquoi ? Parce que c'est la façon qu'a eu Xavier et les monteurs du film de rendre hommage à ce qu'est le tikkun olam et ce qu'est le carrousel de TVA. Donc là, moi, quand il m'a expliqué ça, que je n'avais pas perçu en voyant le montage, parce que j'allais sur le banc de montage, j'ai été absolument passionné par ce métier-là. Les monteurs devraient être des co-auteurs, sincèrement, des films et des séries. J'ai trouvé que c'était vraiment un coup de génie qui, par la narration, c'est-à-dire par la forme, raconte le fond du propos qu'on veut tenir face à cette histoire. La notion donc de réparation du monde qui est différente de sauver le monde. Absolument. C'est autre chose. La réparation, c'est en effet, c'est après le drame, comment on reconstruit avec des ruines. Voilà. Et pour moi, ça fait écho à quelque chose de très important, c'est que c'est quand ça va mal qu'il faut espérer. Et donc, on pourrait conclure qu'on a beaucoup de raisons d'espérer en ce moment. Voilà. Et bien pour conclure, justement, j'aimerais savoir pourquoi en fait vous vous êtes intéressé à cette histoire. Comment vous avez débuté ? Comment est-ce que vous avez fait mention de vos origines juives ? Est-ce que à un certain moment ça a fait écho ? C'est entré en résonance ? Oui, alors c'est pas ça n'a pas été le stimulus, ça n'a pas été le déclencheur de mon intérêt. Le déclencheur de mon intérêt, c'est quand j'ai compris que ce qu'on m'avait raconté et rapporté d'ailleurs dans un courrier qu'on m'avait déposé au journal qui allait allumer ma curiosité sur cette histoire
avait un lien avec Belleville. Et je vis à Belleville et j'adore mon quartier. Moi, je suis pas parisien, mais j'ai le zèle des convertis. J'adore Paris plus que tout. J'adore cette ville. Et de me dire que, en fait, il y avait à 50, 100 mètres de chez moi, il y a 50 ans, 60 ans, la naissance de ces gens qui sont les affranchis français, c'est par intimité géographique réellement que je me suis intéressé à cette histoire. Et après, quand j'ai vu qu'il y avait autant de tranches napolitaines, si j'ose dire, de dimensions différentes de cette histoire, avec d'ailleurs quelque chose de très balsacien autour de l'étude des caractères et des personnages, je suis totalement tombé dedans. Mais oui, il y a eu quelque chose lié à mon histoire et ce que j'appelle ma culture juive là-dedans. D'abord parce que certains des escrocs ont voulu en jouer contre moi. En disant que j'étais le mauvais juif dans cette histoire vis-à-vis d'eux, de la même manière qu'ils disaient de certains procureurs juifs qui ont requis contre eux dans les procès du carbone que la justice avait fait exprès de mettre des procureurs juifs contre eux parce qu'ils allaient taper encore plus fort. Donc ils voulaient tout lire, eux, à l'aune de cela. Je ne sais pas vraiment s'ils le pensent réellement. Hein. Je ne sais pas, évidemment, ces gens-là ne disent pas tout ce qu'ils pensent et je ne crois pas qu'ils pensent tout ce qu'ils disent. Ça me paraît être la moindre des choses quand on est un escroc et un arnaqueur. Mais c'est vrai que ça a eu un rôle ensuite pas du tout encombrant, mais avec lequel il a fallu composer. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit le livre, j'avais commencé à écrire un chapitre sur mon histoire juive par rapport à cette histoire, et notamment celle de mon grand-père qui était gendarme en Algérie et qui a fait partie de la petite trentaine de gendarmes qui ont dû quitter la gendarmerie et la fonction publique à cause. Il était gendarme. Alors lui, il a ma grand-mère paternelle, Olympe, elle c'est plutôt classiquement, si j'ose dire, bourgeoisie espagnole, chassée par l'Inquisition et qui est arrivée en Afrique du Nord et donc milieu plutôt favorisé. Son père était avocat, plutôt proche du maire de Oran, parce qu'ils étaient dans l'Oranie. Côté de mon grand-père paternel, c'était pas du tout ça. Élie, lui, c'était vraiment une famille extrêmement nécessiteuse, qui ne savait ni lire ni écrire. Et lui, il a été le premier à savoir quasiment lire et écrire dans sa famille. Je crois que son père était cocher, son oncle était légumier sur les marchés, enfin voilà. Et alors lui, il a atteint le Graal républicain, il est devenu gendarme. Alors, c'était exceptionnel, voilà. Et c'est une histoire juive particulière parce qu'on les harfis concernant la famille d'Élie, on n'est pas devenu français à la faveur du décret Crémieux, sur lequel a beaucoup écrit quelqu'un comme Benjamin Stora, et son livre Les Trois Exils sur les Juifs d'Algérie a été l'un de mes livres de chevet pour comprendre l'histoire de ma famille. Et mon grand-père a fait partie, quand il était gendarme, pendant Vichy, avec les lois racistes et antisémites de Vichy, il a dû se déclarer de race juive, comme on disait dans cette folie pétainiste. Et donc il a fait partie de la petite trentaine de gendarmes qui, parce que juifs, ont dû quitter la gendarmerie. Donc il a perdu ce qu'il était d'une certaine manière, et donc il est devenu intendant dans une école cultuelle pendant toutes ces années. Et puis quand De Gaulle est revenu, il a pu reprendre le cours de sa vie professionnelle. Et puis finalement, ils ont quitté l'Algérie en 1961, donc avant l'indépendance, parce que là où il était, dans le petit village où il était, mon grand-père était à la fois gendarme, donc représentant d'une certaine manière de l'État français, et en même temps sensible à la cause indépendantiste sur le thème qu'on ne peut pas empêcher un peuple de vouloir sa terre. Certains attentats se rapprochaient du village, donc il était dans une complexité, un tiraillement terrible, et donc en 61, il a préféré venir en France, c'était à Lyon, et il a terminé sa carrière comme huissier appariteur au tribunal de Lyon. Donc évidemment, quand on a cette histoire, qu'on s'intéresse à celle des quotas carbone, où chacun veut jouer d'une certaine manière avec une empreinte juive, je me suis demandé
quelle part je devais donner dans le livre à cela, et j'ai pas trouvé la narration pour le faire. Vous vouliez écrire un chapitre. Je voulais écrire, et finalement je ne l'ai pas fait. Je voulais l'écrire également parce que j'étais mue par cette inquiétude. Surtout qu'on ne me fasse pas le mauvais procès, parce que j'ai vu parfois des gens qui ont réagi à d'argent et de sang peuvent pas s'empêcher d'écrire mafia juive, etc. Mais c'est pas religieux, cette histoire n'est pas religieuse, elle a quelque chose de communautaire, encore une fois, ce serait dingue de ne pas le regarder. Bien sûr qu'il y a des questions, comme vous l'avez dit, autour de la judéité qui se posent, mais voilà, j'ai abandonné ça, mais peut-être qu'un jour j'écrirai sur l'histoire juive de mon grand-père, qui, comme chacun, on a tous des toits symboliques, et ça en fait partie. On aura grand plaisir à vous recevoir ce jour-là. Peut-être que Simon Wenachter, en faisant ce petit retour à la judéité, en cela aussi il vous ressemble, je veux dire. C'est-à-dire en cherchant un peu les traces de sa famille. Voilà, très laïque. Immensément respectueux de ce que sont les spiritualités des unes, des uns, des autres, mais en même temps sensible à ce qu'est l'héritage culturel qui peut être le nôtre, qui est tout sauf quelque chose de rabougri et d'un recroquevillement. Au contraire, moi je vois ça comme une ouverture, une immense ouverture aux autres, qu'ils soient catholiques, musulmans, partout et d'ailleurs, peu importe, tout me va. C'est une forme pour moi de porte ouverte vers l'humanisme, quoi. Voilà. Merci Fabrice Arfi. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, D'argent et de sang, duquel est tirée la série diffusée en ce moment sur Canal+. Merci beaucoup. Merci à vous. 1000 milliards de dollars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Un nom Fitoussi. À Belleville, tout le monde l'appelait Fitous l'élégant. Mais c'est surtout Fitous le menteur. Jérôme Mathias. Je sais qu'il a une boîte de trading. C'est bon, j'achète. Pas de forêt, des Tunisiens. Ils vont te dépouiller, ces types. Qu'est-ce que vous entendez par borderline? Ils ont mis la TVA sur les quotas carbone. Ils vont détourner la TVA demain. Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? C'est pas de l'or ou de la cocaïne. C'est ça qui t'excite maintenant, des escrocs, des gangsters? 2 milliards de fraude en moins de 3 mois. Je m'amuse. Elles sont où ces preuves? Pourquoi on les a pas? Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul.